Une troisième partie, c'est l'encyclopédie. Vous y trouvez les références, les notions, les auteurs incontournables pour traiter cette question, de Platon à Marx et Engels, en passant par Rousseau. La domination du droit formel bourgeois ou l'expression d'un rapport de force. Les droits prétendument naturels ne concernent en fait, nous disent Marx et Engels, que l'homme bourgeois, celui qui a déjà constitué un capital qui lui est propre, notamment en imposant ses moyens de production aux forces prolétariennes. Cet homme bourgeois donc est défini par sa classe, par ses idées, par ses valeurs, dont il opérerait une sorte de translation, une sorte de traduction dans les textes de loi législatifs. En effet, cette classe économique aisée, disposant des moyens de production matériels, disposerait en même temps des moyens qui lui permettent d'assurer une production spirituelle, si bien qu'ainsi elle maîtriserait du même coup tous ceux dont les idées font défaut, tous ceux qui manquent, disent Marx et Engels, des moyens de production spirituelle dans leur texte écrit en commun, l'idéologie allemande. Les idées dominantes qui s'inscrivent, qui s'expriment dans les droits positifs ou naturels, sont en ce sens les idées par lesquelles la classe dominante exerce cette fameuse domination. La classe dominante domine le monde des idées et des valeurs, elle a une sorte de monopole de ces idées et de ces valeurs, elle s'en sert pour asseoir et affermir en fait sa domination sociale et idéologique sur d'autres classes. On peut donc penser que le droit ici n'est que l'expression déguisée d'un rapport de force et que la classe dominante, ce qu'on appelle la bourgeoisie à l'époque moderne, cette classe qui prétend libérer les citoyens d'une tutelle oppressive en instaurant par exemple en 1789 la République française et ses lois, cette classe ne faisait en fait que créer finalement une classe d'ouvriers isolés, sans défense, une main-d'œuvre facile de facto à exploiter. Le droit ainsi ne serait rien de plus que l'expression d'un rapport de force économique. Alors la force de quelques-uns s'impose finalement aux autres et elle impose son droit avec elle à autrui. De fait, il n'y aurait plus de différence de nature entre faire respecter le droit par la force et fonder le droit sur la force. On peut même dire dans ce contexte que fonder le droit sur la force serait la vérité du droit. Un droit ici entendu comme une force pure et des rapports par lesquels il s'impose aux autres et qu'il parvient toujours, grâce au travail du législateur, à justifier. Le contrat social fonde le droit, la loi de l'État vaut alors comme expression de la volonté générale, c'est une thématique rousseauiste notamment. Faire respecter le droit par la force, c'est continuer, nous dit Rousseau, à vouloir en fait ce qu'on a voulu librement lors de l'accord contractualiste, c'est vouloir donc la loi de l'État en tant qu'elle rend compte d'eux, qu'elle exprime la volonté générale, laquelle loi générale, par principe, vise le bien commun et nous rend libres, tandis que fonder le droit sur la force apparaîtrait comme une tentative illégitime qui ne fait que remettre au goût du jour et en exergue la loi de la jungle, une loi qui par principe est impuissante à nous rendre libres. Le plus fort lui-même, en effet, ne fait pas toujours ce qu'il veut, puisqu'il n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Quant aux autres hommes, nier leur liberté en leur imposant des lois qui ne sont que l'expression légalisée de la force brute, on le voit, serait nier leur qualité d'homme. Un homme ne peut renoncer à sa liberté sans renoncer à lui-même. Il n'y a en effet nul dédommagement pour qui renonce à sa liberté. La sécurité de ce point de vue ne saurait donc être une monnaie d'échange. Et un contrat passé entre un individu et un autre, ou entre un individu et un peuple, alors que l'une des parties aurait renoncé à sa liberté, est un contrat nul, un contrat non avenu. Car, souligne Rousseau, un contrat, pour être valide, suppose qu'il soit conclu librement et non pas imposé par la force. Mais à partir du moment où le contrat a été passé, il apparaît légitime de le faire respecter par la force s'il le faut. En effet, un contrat qui ne serait pas respecté, qui ne serait plus respecté dans la suite du temps, se nierait lui-même et ne serait plus que chiffon de papier, il n'aurait plus de validité. L'impossible fortification de la justice chez Pascal. Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste, observe Pascal dans une sentence célèbre dans ses pensées. Si le fondement mystique du droit éclaire la nature du second terme, il ne suffit pas à expliquer les raisons de son élection de fait, et c'est là que Pascal dépasse le point de vue de l'habile Montaigne. Pourquoi fortifier la justice est-il impossible? Une autre pensée donne des bribes de réponse, que je cite ici. Si l'on avait pu, l'on aurait mis la force entre les mains de la justice. Mais comme la force ne se laisse pas manier comme on veut,
Parce que c'est une qualité palpable, au lieu que la justice est une qualité spirituelle dont on dispose comme on veut, on l'a mise entre les mains de la force, et ainsi on appelle juste ce qui les force d'observer. De là vient le droit de l'épée, car l'épée donne un véritable droit, c'est ce qu'observe Pascal, autrement on verrait la violence d'un côté et la justice de l'autre. Or, force et justice appartiennent à deux ordres incommensurables, mais ce sont deux prédicats possibles du pouvoir. Si la force finit par primer, c'est parce qu'elle est palpable, c'est parce qu'elle est maniable, dit Pascal, et la justice, du point de vue du pouvoir politique, devient une forme juridique dont peut se prévaloir la force coercitive. C'est la seule relation possible entre la justice et la force, car fortifier la justice paraît impossible. La justice, en effet, rappelons la formule, est sujette à dispute du fait qu'elle est une qualité spirituelle dont le contenu varie sensiblement selon les individus. Or, selon une autre formule célèbre de Pascal, tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre. Chaque moi est une sorte de tyran et les relations interhumaines paraissent un tissu de volonté, de domination et de violence. En vertu de quoi tous voient évidemment la justice dans la satisfaction de leur intérêt, tandis qu'il y a sans doute un consensus général sur ce qui est injuste, comme le dit Hume par exemple, dans le traité de la nature humaine. Qui plus est, la sagacité de l'entendement, dont sont dépourvus la majorité des gens, a sa part dans la reconnaissance du juste comme du vrai. Or, pour citer là encore Pascal, la justice et la vérité sont deux pointes si subtiles que nos instruments sont émoussés pour y toucher exactement. Alors, le rapport entre droit naturel et droit positif. L'expression droit naturel ne saurait désigner l'ensemble des droits provenant de la nature elle-même, puisque la notion de droit n'a de sens que relativement à un état social. De plus, les théoriciens ayant émis l'hypothèse d'un homme de la nature, à la façon de Rousseau, ont bien souligné que son existence, cet homme, se déployait en dehors de tout cadre juridique. C'est un cadre antépolitique. Historiquement, l'expression droit naturel apparaît à un moment, au XVIIe ou XVIIIe siècle, où elle permet de contester la théorie selon laquelle le droit aurait pour origine l'autorité de Dieu. Elle a ainsi une valeur d'abord polémique et s'inscrit dans des démarches pour montrer que le droit ne renvoie pas à une transcendance, mais s'inscrit au contraire dans le monde des hommes. C'est dans ce contexte-ci que doit être comprise la reconnaissance des droits de l'homme et du citoyen. En effet, l'expression désigne l'homme et le citoyen pour signaler qu'ils coïncident en droit. Or, une telle coïncidence est loin d'être universelle. De tels droits ne peuvent donc être affirmés que dans des communautés qui commencent à la réaliser, cette coïncidence, et qui dès lors considèrent que ces droits concernent tout homme, y compris celui vivant dans une communauté différente, non encore parvenu cette communauté à penser l'universalité de l'humain ou la citoyenneté. Nous connaissons un droit non seulement de tout citoyen, mais de tout homme, dit Eric Weil, encore s'il appartient à un groupe dont la tradition ignore nos concepts de droit et de justice.